Je vous remercie d'être là ce soir, particulièrement parmi nous les enseignants que nous avons pris dans une période que certains leur reprochent, qu'on appelle des vacances. Mais merci en tout cas d'être là. Nous voudrions commencer par remercier d'abord la ville de Paris qui nous accueille dans cet auditorium très agréable et très bien équipé et qui nous permet donc de vous offrir un colloque dans de très bonnes conditions matérielles. Et le personnel de la ville de Paris, particulièrement aimable, l'ensemble des services ayant mis cette salle gracieusement à notre disposition. Nous voudrions aussi remercier l'hebdomadaire Marianne qui nous soutient dans l'organisation de ce colloque et qui nous a offert la 3e de couverture de son dernier numéro pour faire connaître ce colloque. Marianne est une revue, un hebdomadaire allié avec lequel nous travaillons beaucoup et qui soutient la laïcité, les laïcs et la République et dont nous sommes très heureux d'avoir appris aujourd'hui qu'ils ont trouvé des financements pour leur avenir puisque cela a été annoncé. Après ces remerciements nécessaires et sincères, une nouvelle que nous regrettons, Madame Souad Ayada nous a fait savoir hier dans l'après-midi qu'elle ne pourrait pas être présente parmi nous ce soir. Nous le regrettons évidemment tous. Vous le regretterez probablement encore plus que nous puisque vous auriez probablement aimé l'entendre sur la question et peut-être même lui poser des questions. Nous vous tiendrons informés si nous avons vos mails effectivement des raisons pour lesquelles elle était absente si nous en savons plus. Nous avons aussi un certain nombre d'excuses de personnalités qui ont pris la peine de nous répondre en nous disant qu'elles auraient aimé être présentes mais ne pouvaient l'être ce soir. Nous allons commencer par celui dont nous espérions qu'il serait un invité surprise, d'autant plus que l'absence de Madame Ayada nous a été, comme je vous l'ai dit, annoncée récemment. C'était Jacques Lang qui a été de très longtemps et dès le départ impliqué dans cette question de l'enseignement laïque des faits religieux, mais il est à l'autre bout du monde. Les excuses de Madame Florence Dupont, que certains connaissent parmi vous, une universitaire latiniste laïque bien connue, de Catherine Kinsler, de Jean-Pierre Chevènement, de Dominique Schnapper, la présidente du Conseil des sages de la laïcité, et des deux coprésidents du nouveau mouvement radical, Laurent Hénard et Sylvia Pinel, qui l'un et l'autre nous ont répondu en regrettant d'être absents ce soir. Donc ce colloque, à un moment où l'on parle énormément de cette question et où les spécialistes de l'enseignement font bruisser leur revue de la question de l'enseignement du fait laïque. Excusez-moi, comme vous entendez, je suis extrêmement enrhumé, donc mon cerveau aussi. Ce colloque a été organisé parce que nous nous sommes dit qu'il était temps d'avoir une parole d'experts, une parole de spécialistes et une parole venant des différents domaines concernés, c'est-à-dire une vision, une approche philosophique de la question que nous donnera notre ami Charles Coutel, qui est à ma droite. Charles Coutel est professeur des universités, directeur de l'Institut d'études des faits religieux, membre du comité Laïcité République, et auteur de nombreux ouvrages ou directeur de collection. Le dernier en date qu'il m'a signalé et que je vous montre s'appelle « L'enseignement des faits religieux, France, Espagne, Irlande, Écosse ». On voit donc que nous sommes au cœur du sujet. Après Charles, interviendra notre ami Michel Zelig. Michel vient d'une contrée particulière dans laquelle la question de l'enseignement du fait religieux ne se pose pas en termes laïques, puisqu'il est ancien professeur associé à l'université de Metz, président du conseil de l'IUT de Metz, chargé d'un cours sur l'histoire juridique
du régime des cultes à l'Université de Lorraine, président du cercle Jean Massé de Metz et auteur de « Vous avez dit Concordat ». Voici l'ouvrage. Donc Michel nous parlera de la question de l'enseignement religieux, c'est-à-dire en fait d'une certaine manière un peu à côté du sujet mais très éclairant, dans les régions concordataires d'Alsace-Moselle. Charles et Michel quitteront la tribune pour laisser la place ensuite à Barbara Lefebvre, qui nous apportera une réflexion à partir de sa pratique d'enseignante et évidemment de la réflexion qu'elle mène depuis des années sur l'enseignement dans des conditions pas toujours faciles. Barbara a été membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration jusqu'en 2011. C'est une des co-auteurs de l'ouvrage « Les territoires perdus de la République » et de l'ouvrage « Une France soumise » sous la direction de Georges Bensoussan. Et elle a publié en janvier 2018 « Génération, j'ai le droit », sous-titré « La faillite de notre éducation ». Nous rejoindra donc Barbara et Isabelle de Mecnem, agrégée de philosophie, professeure à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Reims, référente laïcité, racisme et antisémitisme de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui a participé à l'ouvrage « L'enseignement laïque de la morale » aux éditions Privat en 2014 et va bientôt publier « Laïcité et valeurs de la République » 100 clés pour comprendre les notions essentielles. Il est important d'indiquer donc que Isabelle nous parlera de la question de la formation des maîtres face à l'enseignement des faits religieux. Nous aurons ainsi couvert une approche philosophique, l'approche spécifique liée à une partie du territoire français et les enseignements que nous pouvons en tirer, une approche d'enseignant du terrain avec une grande pratique et une grande réflexion sur la laïcité, et enfin une approche de la formation des maîtres, offrant ainsi un panorama, je l'espère, éclairant et à peu près complet sur la question de l'enseignement des faits religieux à l'école laïque. Alors, je vais me permettre de commencer en vous donnant une petite réflexion sur la question, une réflexion de non-spécialistes, une réflexion de laïcs et de républicains. Et je me suis volontairement mis en situation d'être le candide dans cette affaire et de me poser des questions toutes bêtes finalement que parfois on n'ose plus se poser. Depuis la naissance de l'enseignement laïque, par la grâce, si j'ose dire, des lois Ferry-Goblet des années 1880, l'enseignement religieux, c'est-à-dire l'enseignement du dogme, l'enseignement confessionnel, a disparu progressivement de l'école publique. La République, qui n'a jamais été anti-religieuse, même si elle a été et reste parfois anticléricale, c'est-à-dire opposée à l'influence de l'Église, des églises sur la politique de la nation, avait réservé des plages de liberté, ce fameux jeudi après-midi devenu mercredi, pour que les enfants des familles croyantes puissent se rendre, qui au catéchisme, qui au Talmud Torah, qui à l'école du dimanche qui avait lieu parfois le jeudi, et qui au patronage laïque. En séparant les églises de l'État, en émancipant radicalement les jeunes esprits des influences dogmatiques, afin de leur donner les outils critiques de leur citoyenneté, libre à eux de l'exercer dans les limites de la loi et pour le bien public, la République s'appuyait plus qu'aucun autre système démocratique sur le pilier qui assurait son avenir, l'école laïque. Et l'école laïque proposait des savoirs disciplinaires fondés sur la raison. Son pari était que ces savoirs permettraient de meubler les esprits, d'équiper la pensée, comme le disait le nom d'une librairie parisienne aujourd'hui disparue, et de donner à chacun les moyens de sa liberté citoyenne, dans le respect de l'enfant, dans le respect de l'élève, par l'honnêteté des maîtres. Il n'y avait pas de place pour la démagogie, et encore moins pour le révisionnisme. Les savoirs scientifiques mis petit à petit à l'honneur pour produire ces ingénieurs et ces artisans qualifiés dont avait besoin la modernisation de la France, s'accordaient aux humanités, aux sciences humaines et sociales,
et histoire, latin, philosophie, lettres tenaient un rôle d'autant plus essentiel dans notre pays que le patrimoine culturel était immense et constituait un gisement tout trouvé pour nourrir les esprits. Et donc on étudiait aussi bien Clovis et Jeanne d'Arc que les bâtisseurs de cathédrales, que Joseph Barra et les révolutions, que l'art de la Renaissance et la grande peinture du XVIIe siècle, que la verve anticléricale de Clémenceau ou le sillon de Marc Sangnier. On étudiait Roland à Roncevaux et Isengrin, Rabelais, Ronsard, Fénelon et Bossuet, le Tartuffe de Molière et les pièces jansénistes de Racine, Marivaux et Laclos, Hugo et Balzac, Baudelaire et Francis Jammes. Et on se courbait sinon devant, au moins sur Saint-Augustin, sur Thomas d'Aquin, sur Pascal, sur Descartes, et sur Montesquieu, sur Diderot, sur Renan, sur Comte, sur Tocqueville. Et cette patte d'histoire, de philosophie, de littérature, de latin, de la rigueur des mathématiques, de la physique, des sciences naturelles, de la leçon de choses du primaire, fabriquait, comme un ciment à prise lente, des petits Français laïcs, républicains et citoyens. Et tels des petits Monsieur Jourdain, ces collégiens, ces lycéens, ces écoliers, assimilaient progressivement, sans le savoir, ce qu'il fallait de connaissance des phénomènes religieux pour être capable d'une part de leur donner leur juste place, d'autre part de s'en servir pour comprendre à minima les signes du monde qui les entourait, de la synagogue aux yeux couverts d'un bandeau au chevet de la cathédrale de Strasbourg, dont ils pouvaient apprécier aussi bien la flexible beauté que le symbolisme chrétien, aux représentations mystiques d'une Sainte Catherine d'Alexandrie armée de sa palme et de sa roue brisée et dentée. À côté de ce courant de connaissance des religions, qui s'inscrivait donc dans l'architecture générale d'un savoir en construction, ils apprenaient de la même façon, par capillarité pourrait-on dire, les fondements de nos lois, les fondements de la langue, la beauté et la diversité de leur pays, l'esthétique artistique. Bref, tout petits Jourdains qu'ils étaient, étudiant sans le savoir ces phénomènes religieux, juridiques, littéraires, les paysages, les mécanismes scientifiques, ils devenaient ainsi, ou du moins pouvait-on l'espérer, des citoyens aptes à vivre en société et à y apporter leur pierre. Cette méthode était d'une incroyable efficacité dans une France dont on se souvient sans doute pas assez qu'elle était incroyablement bigarrée et diverse jusque dans les années 20 ou dans les années 30, pariant sur l'intelligence, se fondant sur les Lumières, et ça a bien fonctionné. Au point qu'aujourd'hui, les philosophies ou les approches dogmatiques, qui concernent la plupart des religions, en particulier les religions révélées, de loin les plus fréquentes sous nos latitudes, ont vu leurs adeptes fondre, sans que la République n'ait jamais interdit ou persécuté aucun culte, et interdit à condition évidemment qu'il ne soit pas une secte mettant en danger les individus. Or, on a vu soudain, à travers des réflexions qui remontent aux années des accords Langue-Cloupet, et qui se sont développées du rapport Joutard de 89 au fameux rapport Debray de février 2002, réapparaître dans l'espace public la préoccupation d'un enseignement de cet objet bizarre que sont les faits religieux. Pourquoi ? Pourquoi, à la suite de toutes les pressions cléricales pour accroître la part du privé confessionnel, loi Debray, loi Guermeur, renoncement au grand service public de l'école, accord Langue-Cloupet, loi Carle, et plus récemment obligation de scolarisation à 3 ans, qui joue un rôle dans cette affaire, pourquoi est soudain revenu sur le devant de la scène scolaire cette urgence à faire une place spécifique aux faits religieux? Pourquoi nommer faits religieux un ensemble d'éléments s'inscrivant dans l'histoire, dans la littérature, dans la philosophie sous l'angle d'une croyance, et ne pas donner en parallèle une place spécifique aux faits juridiques, aux faits athées, aux faits que l'on voudra, pour les individualiser et les extraire de cette pâte homogène qui crée le savoir. Comme le dit le professeur de philosophie Pierre Hayat, je ne sais pas s'il est dans la salle. Ici présent. Voilà. Bonjour. Et que j'aurais aimé voir à cette tribune.
et dont je me permets de citer un des échanges que nous avons eus. Ceci ne dénote-t-il pas une volonté de piratage de l'enseignement laïque et rationnel par l'idée selon laquelle le fait religieux serait un fait social total, transhistorique? D'après ce présupposé dogmatique, il y aurait en tout lieu et en tout temps du religieux structurant dans les sociétés humaines, comme s'il s'agissait d'une donnée anthropologique éternelle. Mais dans cette hypothèse, que retenir justement de la sécularisation qui accompagne la modernité? Que fait-on des droits de l'homme qui accompagnent la laïcité? Ce fait social total que serait la religion ne s'est-il pas fissuré? Le tout religieux ne s'est-il pas fragmenté? N'est-il pas débordé? Le recouvrement de ce progrès historique inoubliable accompagne peut-être l'idéologie de la post-sécularité et d'une laïcité post-séparatiste. Si la spiritualité et la symbolicité sont transhistoriques, celles-ci ne se réduisent pas à du religieux. J'ajouterai pour finir, avant de laisser la parole à Charles Coutel, qu'en 2018, 63% des Français sont athées ou agnostiques, et parmi les autres, moins de 10% des Français, moins de 5 millions, ont une pratique religieuse qui dépasse la fréquentation d'un lieu de culte une fois par an en moyenne. La France, par des voies optimistes et démocratiques, est devenue le 3e pays le moins pratiquant du monde. C'est un fait. Alors plutôt que les faits religieux, si nous continuions à mettre des savoirs dans l'école pour modeler des citoyens rationnels, à la formation desquels la compréhension d'un tableau de Fra Angelico ou d'une œuvre de musique sacrée ne seront évidemment pas étrangers. Merci. Et après cette introduction, je vais pouvoir passer la parole à Charles Coutel.